Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue à la présentation des résultats semestriels 2023 d'Altamir. Donc, je vais laisser la parole à Maurice Chéniaud, président et CEO d'Altamir Gérance, et à Eric Sabia, notre directeur financier. Merci beaucoup Claire, notre responsable des relations investisseurs. Donc tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous innovons cette année, puisque jusqu'à présent, nous faisions des réunions SFAF en physique et nous avons décidé de les faire en webinar. Donc, on innove. Faites-nous savoir si cette nouvelle façon de procéder vous convient. Et on est ravis, on serait plus ravis de vous avoir en physique, mais l'expérience récente a montré que les gens avaient beaucoup de mal à se déplacer. Donc, on a décidé d'opter pour le webinar. Je ne vous présente pas Altamir, puisque Altamir a été créé en 1995. On se rapproche des 28 ans d'âge pour Altamir. Et donc, je vais tout de suite commencer ma présentation en focalisant, comme on le fait d'habitude, sur le marché du private equity et notamment des buy-out en Europe. Et donc, comme vous avez pu le lire dans la presse, bien, les chiffres, cette fois-ci, démontrent ce qu'on lit dans la presse, à savoir la baisse significative du volume d'investissement, puisque sur le premier semestre 2023, 73 milliards et demi ont été investis dans des buy-out, bien évidemment très loin des 350 et 470 milliards investis dans les 2 années records de 21 et 22. Mais si au deuxième semestre 23, ce qui est quand même assez probable, on faisait le même score qu'au premier semestre, on reviendrait dans les scores des années 2017 à 2020. On reviendrait, disons, dans la normale, les années 21 et 22 ayant été des années exceptionnelles. Alors ceci en matière d'investissement. En matière de désinvestissement, la baisse est encore plus significative. Le marché est quasiment totalement à l'arrêt avec 50 milliards de désinvestissement contre 168 milliards l'année dernière, ce qui était déjà une très mauvaise année, et 250 milliards en 2021. Mais là encore, si on doublait le volume de désinvestissement sur l'exercice 2023, on sera encore loin des chiffres des années 2017 et 2020. Donc, il y a un rattrapage. Et de plus, ce qu'on vous présente ici en termes de sorties, ce sont les sorties sous forme de fusion-acquisition. Je vous rappelle que dans le private equity, il y a 2 autres modes de sortie, les introductions en bourse et les recapitalisations en refinançant la dette. Et bien évidemment, ces deux sources de financement sont également taries au même niveau que ce qu'on voit ici en ce qui concerne les fusions et acquisitions. Dans ce contexte, quelles sont les performances de votre société? Eh bien, elles sont en ligne avec le marché, on pourrait dire. D'abord, la première chose que je voudrais souligner, c'est que nous avons renoué avec la croissance. En tenant compte du dividende qui a été payé au mois de mai, notre actif net réévalué est en progression de 0,9%, ce qui est beaucoup mieux que le moins 2,7% du premier semestre 2022, tiré par un EBITDA qui est en croissance de 1,4%, comparé à 14,9% l'année dernière. Mais vous verrez que ce 1,4%, au moment où Eric va vous commenter le bridge, a un impact très significatif sur la création de valeur du portefeuille. Les montants de désinvestissement sont en ligne avec le marché, avec 12 millions de désinvestissements contre 85 millions au premier semestre de l'année dernière. 2 nouveaux investissements seulement contre 5 au premier semestre 22, pour 38 millions de montants investis contre 95 millions au premier semestre 22. Et bien évidemment, notre situation de cash qui se réduit à due concurrence, puisque si on investit plus que ce qu'on désinvestit, bien évidemment, ça fait la différence. Alors, si on regarde ceci en passant à la slide 14, lorsqu'on regarde dans le détail, vous voyez effectivement que les 12 millions de désinvestissements du premier semestre, qui se décomposent entre 7,4 millions pour 2 désinvestissements complets et 4,5 millions pour des partiels, sont très loin des chiffres records de 2021, bien évidemment, mais de 2022 et même des années 18-20. Donc là, il va prendre du temps pour
qu'on retrouve un volume de désinvestissement significatif. Alors, dans le détail, à la page suivante, les 7,4 millions proviennent essentiellement des sociétés du portefeuille des fonds Apax LLP, avec 2 sorties complètes, Duck Creek Technology, où au global, on a fait 5,1 fois notre mise, et le désinvestissement de Shriram, qui est une non-financial bank en Inde, où on a juste récupéré un peu moins que notre cost. En termes de sorties partielles, il y a eu des refinancements de 4 ou 5 sociétés qui se traduisent par 4,7 millions de proceeds. En termes de nouveaux investissements, la situation est un peu plus sympathique. On voit qu'on a fait 30 millions de nouveaux investissements dans 2 nouvelles transactions et 7,4 millions d'investissements complémentaires. Là, effectivement, encore, il va falloir du temps pour retrouver les volumes des années antérieures, même après les 2 années canon de 2021 et 2022. Dans le détail, les 37,7 millions qui ont été investis en nouveaux investissements, au total, pardon, dont 30 millions dans des nouveaux investissements. Tout d'abord, dans IBS Software, j'attire votre attention que c'est le premier investissement du fonds Apax 11 d'Apax LLP, dans lequel, comme vous le savez, nous avons souscrit 254 millions. Donc, ce fonds s'est mis en route. Et donc, à partir de maintenant, tous les nouveaux investissements qui seront faits par Apax à Londres et aux États-Unis seront faits au travers de ce véhicule. IBS Software, c'est donc une société, un leader dans les solutions logicielles en SaaS, dédiée aux acteurs de la logistique et du tourisme, compagnies aériennes, agences de voyage, croisiéristes, donc un secteur de software qui est bien connu de Apax LLP. Et puis, un deuxième investissement qui a été fait au travers de Apax France Mid Market 10, qui, comme vous le savez, s'est rebaptisé 72. Et donc, Infraneo est un acteur majeur de l'ingénierie sur le marché européen spécialisé dans le diagnostic et le conseil en matière de gestion patrimoniale des infrastructures pour remédier notamment à leur vieillissement et aux impacts du dérèglement climatique sur leur intégrité. Donc, c'est un coup double puisque c'est d'une part un investissement financier, bien évidemment, mais c'est aussi un investissement qui agit sur l'approche climatique sur l'ESG. À ces 2 nouveaux investissements viennent se rajouter 1,2 million qui est le montant final que nous avons investi dans VitaProtech, un investissement récent de Apax 72, enfin de 72 Mid Market, que nous avions sous-estimé dans le précédent rapport. Et à ces investissements au travers des fonds Apax LLP ou Apax 72 Mid Market viennent se rajouter les investissements que nous ne comptabilisons qu'au travers des fonds. Donc Altaroc 21, dans lequel nous avons investi 30 millions d'euros, est présentement investi à 60% et a fait 21 nouveaux investissements sur le semestre pour 2,1 millions d'euros. Apax Global 22, dans lequel nous avons investi 40 millions d'euros, a fait un nouvel investissement sur le semestre et est présentement investi à 16%. Apax Digital 1, dont on ne parle pas, n'a pas fait de nouveaux investissements dans le semestre, mais la société est complètement investie à 100%. Apax Digital 2 a fait un nouvel investissement et est présentement investi à 18%. Et enfin, Apax Développement a fait dans lequel nous avons investi 15 millions d'euros, 20 millions dans Apax Digital 2, a fait un nouvel investissement et de ce fait est maintenant totalement investi. En termes d'investissement complémentaire, il y a en fait, on affiche un chiffre de 7,4 millions, mais celui-ci, d'une certaine manière, est biaisé par le fait que nous avons fait un ajustement négatif pour refléter le fait que nous avions surestimé cette fois-ci le montant que nous allions investir au travers d'Europe Snacks dans Bird Snacks de 3,8 millions. Donc, ce qui fait qu'en réalité, on a fait 11,2 de follow-on investment et la grande majorité, 2 tiers, sont dans une perspective
de développement, 2,3 millions pour faciliter la migration d'Odigo en SAS, 1,5 million dans les build-ups de Crystal, 1,3 million chez Lutech pour financer une acquisition, de même 1,2 million dans les build-ups de Destiny, et donc grosso modo 2 tiers, et le reste, le troisième tiers, lui est plutôt défensif dans Vocalcom, dans Matches Fashion et Bayer Medical. Voilà. Donc tout ceci se traduit par, nous vous montrons à la slide 19 l'évolution de l'actif net réévalué par action. Donc après une croissance ininterrompue pendant presque 10 ans, depuis 2021, depuis le 31 décembre 2021, notre ANR est en baisse, même si on est content de noter qu'au premier semestre 2023, on redémarre. Enfin, la baisse s'explique principalement par le paiement des dividendes, hein, bien évidemment, où on a payé à peu près 40 millions chaque année de dividendes. Donc, mais voilà, donc en ce qui concerne. Et en ce qui concerne le passage de 2022 à 2023, au 30 juin, je passe la parole à Eric qui va vous expliquer le bridge à la page 20. Merci Maurice. Donc, comment sommes-nous passés de l'actif net à fin décembre à l'actif net à fin juin? La première raison, c'est la création de valeur. Nous avons créé 35,4 millions de création de valeur sur le semestre, soit un return d'à peu près 2,6% sur la NAV à fin décembre. Et donc, cette création de valeur est impactée négativement à hauteur de 8,3 millions d'euros par un effet change défavorable, principalement lié à l'évolution du dollar. Puisque nous avons créé de la valeur sur le semestre, nous avons dû comptabiliser une provision pour caride complémentaire. Donc, la provision pour caride a un impact négatif sur l'actif net d'un peu moins de 3 millions d'euros. Nous avons également dû payer les frais de gestion directs et indirects, enfin l'ensemble des frais directs et indirects au niveau d'Altamir et au niveau du portefeuille, donc pour un peu plus de 21 millions d'euros. Nous avons un résultat financier positif cette année, alors qu'il était négatif les années précédentes, de 0,6 millions d'euros. Et comme le mentionnait Maurice, du fait du paiement, du détachement et du paiement du dividende réalisé au mois de mai cette année, pour 39,4 millions d'euros, ça impacte directement l'actif net. Et nous arrivons à l'actif net à fin juin de 1,284 milliard d'euros. Si on regarde un petit peu... Ah pardon, j'ai oublié de vous mentionner un point sur le slide précédent. J'attire votre attention sur le fait que nous avons dû comptabiliser un ajustement sur les comptes 2022 et qui impacte la création de valeur de 12,7 millions d'euros. C'est une correction de 2022. Et ça n'a pas d'impact sur l'actif net. Si on zoome maintenant donc, sur la création de valeur réalisée sur le semestre, donc page 21, les points saillants à mentionner sont la traction du secteur consumer qui crée de la valeur pour 49 millions d'euros, principalement lié à Europe Snacks et Tom, qui tirent la création de valeur pour respectivement 14 et 34,2 millions d'euros. Le secteur healthcare à hauteur de 5,6 millions d'euros, respectivement, principalement à cause de Mental Better et Rodenstock. Et ces deux effets positifs sont compensés partiellement par le secteur Tech & Telco, qui recule de 12,2 millions d'euros, principalement lié au recul des trois sociétés que vous voyez tout en bas, Vocalcom, Thoughtworks et Infovista, heureusement partiellement compensé par la forte progression sur le semestre de Marlik et Gretec. Enfin, dans le secteur des services, nous avons un recul de 7 millions d'euros, donc un impact négatif de 7 millions d'euros sur la création de valeur, principalement lié à Antoria, que vous voyez tout en bas. Si nous focalisons maintenant sur la création de valeur sur la partie plus-value latente, donc la partie unrealized de la création de valeur sur le semestre, elle est intégralement liée à la croissance de l'EBITDA, même si nous avons uniquement 1,4% de croissance de l'EBITDA sur le semestre. Ce chiffre cache des disparités qui nous permettent quand même d'afficher une création de valeur et un effet de la croissance de l'EBITDA à hauteur de 150 millions d'euros sur le semestre. L'effet multiple sur le semestre est pratiquement nul, 5 millions d'euros. Et le fait que nous ayons relevragé légèrement le portefeuille et réinjecté du cash et les effets de management package ont un effet négatif d'à peu près 100 millions d'euros, ce qui nous amène au chiffre de 48,1 millions d'euros de création de valeur sur la partie que nous avons toujours en portefeuille à fin juin. Sur la droite, maintenant, vous avez le passage de la valeur du portefeuille à fin décembre, de fin décembre à fin juin. Et on voit que, puisque nous avons, comme le disait Maurice, réalisé peu de cessions et que nous avons continué malgré tout à investir et à créer de la valeur, le portefeuille a cru de 5% par rapport au 31 décembre pour s'établir
pour la première fois au-dessus du 1,5 milliard. Nous sommes maintenant 1,541 milliard d'euros. Sur le slide suivant, page 23, c'est un indicateur que nous suivons de près. Je rappelle que nous essayons d'être systématiquement investis au maximum, parce que le fait d'être investi au maximum nous permet de maximiser la création de valeur sur la durée. Et nous sommes au 30 juin à 105 millions d'euros de la situation nette sociale. Mais ce chiffre cache 105%, pardon, 105% de la situation nette sociale à fin juin. Mais ce chiffre est un petit peu biaisé, puisqu'on voit que le portefeuille, lui, est stable à 943 versus 941 millions à fin décembre. Il est impacté, c'est plutôt un effet lié à la baisse de la situation nette sociale qui passe de 946 à 900 millions d'euros, impacté principalement par le dividende. Page 24, on vous présente les différentes méthodes de valorisation que nous avons retenues pour le portefeuille et on voit qu'à fin juin, 90% du portefeuille est valorisé en utilisant des comparables de marché, 6% du portefeuille est at cost et le poids des sociétés cotées est de 4% versus 5% à fin décembre, donc globalement stable par rapport à il y a 6 mois. Page 25, on vous présente l'évolution de l'uplift, qui n'est pas significative sur le semestre, très peu de sessions, donc respectivement 6 et 7. Donc, même si le chiffre reste positif, il n'y a pas de mention particulière à faire sur l'uplift. Sur la page suivante, page 26, on vous présente les engagements résiduels à fin juin, qui s'élèvent à 670 millions d'euros. Et de ce chiffre, pratiquement 115 millions d'euros ont déjà été investis par les fonds en portefeuille, à la fois les fonds 7-2 Mid-Market et les fonds d'Apax LLP. 115 millions d'euros ont déjà été investis, mais pas encore appelés au niveau d'Altamir, car financés par des lignes de crédit. Et ces 670 millions d'euros se répartissent dans les 3 blocs. L'allocation de 2019 pour 377 millions d'euros, et l'allocation de 2023 pour 254, et un petit reliquat sur l'allocation précédente. Vous avez tout le détail sur le slide si vous voulez rentrer dans le détail des chiffres. Page suivante, page 27, on vous présente la situation de cash. On estime aujourd'hui au niveau d'Altamir qu'on a les financements appropriés. Nous avons une situation de cash dans les comptes sociaux qui s'élève à 51 millions d'euros. Et à ces 51 millions d'euros viennent s'ajouter 115 millions de lignes de crédit qui se décomposent en 75 millions au niveau d'Altamir et 40 millions au niveau d'un SPV qui nous est dédié. Et nous travaillons actuellement à porter cette ligne de crédit de 115 à 135 millions d'euros. Et je repasse la parole à Maurice qui va vous parler de ce qui s'est passé depuis le 30 juin. Merci Eric. Donc tout d'abord, on vous rappelle que nous n'avons très faible ou quasiment pas d'exposition sur la Russie et sur l'Ukraine, puisque malheureusement ce conflit se prolonge. Et en ce qui concerne les événements post-30 juin, la seule nouvelle vraiment significative, c'est un deuxième investissement au travers du fonds 11 de Apax LLP dans une société qui s'appelle Palex, qui est un distributeur indépendant de produits innovants, MedTech, pour les hôpitaux publics et privés et les laboratoires en Europe du Sud, Espagne et Italie. Si vous le voulez bien, maintenant, nous arrivons à l'essentiel de ce qui fait la valeur de votre société, à savoir la qualité de son portefeuille. Donc, tout d'abord, on vous présente en page 30 une vision globale, donc 68 sociétés en portefeuille. Je vous rappelle qu'on ne comptabilise dans les sociétés en portefeuille que celles qui sont détenues par les fonds Apax LLP ou 7-2 et détenues en co-investissement en direct, mais qu'on ne comptabilise pas les sociétés qui sont détenues au travers des fonds Apax Digital 1 et 2 ou Aptarok Global 1, 21, 22 ou Apax Développement, où là, il y a un nombre considérable de sociétés encore. Nous ne comptabilisons que celles qu'on vous présente, les 68 sociétés, pour une valeur de 1,541 milliard, comme le disait Eric il y a quelques instants. Donc, ce 1,541 milliard se décompose en hauteur de 17% dans ce que nous appelons, nous, les direct investments, c'est-à-dire qui sont soit l'investissement dans TOM, soit les co-investissements aux côtés des fonds Apax LLP ou 7-2, 54,4% aux côtés de 7-2 et 27,1% aux côtés des fonds Apax Londres, et puis 1,3% aux côtés des fonds Altarok Global. Ce montant va bien évidemment aller croissant au fur et à mesure du passage du temps. En ce qui concerne la décomposition du portefeuille, on vous la présente par secteur. Donc, vous voyez qu'elle est assez équilibrée avec bien évidemment les tech et telco qui tiennent toujours le haut du pavé avec 43%, suivi par les consumers, puisque là, on est en fair market value et donc avec la forte appréciation de
de Tom et la forte appréciation d'Europe Stacks, bien évidemment, le poids des consumers s'est accru, les services restent à 22% et la santé est à 6%. Par millésime, par ancienneté, le portefeuille est assez bien diversifié, comme vous le voyez, et donc ça, c'est très important pour la gestion des sorties. Et enfin, du point de vue géographique, 70% de nos activités sont en Europe. On ne s'arrête pas uniquement dans cette présentation uniquement au lieu du siège social, mais on regarde où l'activité se déploie. Donc, si je prends un exemple comme Marlink, où la société a son siège social en France, mais fait l'essentiel de son chiffre d'affaires dans le monde entier, c'est pas le chiffre d'affaires France qui est pris en compte, ou Europe, c'est le chiffre d'affaires ventilé par zone géographique. Donc, on a 70% en Europe, 22% en Amérique du Nord et 8% dans le reste du monde. Je vous rappelle que ce chiffre a une contrainte, puisque Altamira ayant un statut de société de capital risque, on a la contrainte d'avoir à tout moment plus de 50% de notre portefeuille investi dans des sociétés non cotées de l'Union européenne, donc ce qui nous crée une contrainte en termes de diversification géographique. Vous savez que Altamira, sa stratégie, c'est d'investir dans des sociétés en croissance. La façon pour nous de montrer ce facteur, c'était de comparer historiquement la croissance de l'EBITDA de nos sociétés du portefeuille à celle des sociétés, des 35 sociétés non financières du CAC 40. Donc vous voyez que historiquement c'est vrai. Depuis 2 ans, depuis 2022-2023, l'écart s'est rétréci. Mais les choses vont reprendre leur cours très prochainement. En ce qui concerne la croissance du portefeuille, pour votre information, on vous a donné la ventilation du portefeuille. On vous explique que sur les 68 sociétés, 36 d'entre elles qui représentent 84% de la valeur en prix de revient ou 88% en fair market value ont connu une croissance positive de leur chiffre d'affaires, dans un univers qui est chahuté, comme vous le savez. Et en ce qui concerne l'EBITDA, les chiffres sont un tout petit peu moins positifs, mais presque les mêmes. 32 sociétés représentant 68% du portefeuille en prix de revient ou 78% en fair market value ont connu une croissance de leur EBITDA. Et je dirais 21 d'entre elles, qui représentent 9% de la fair market value, ont connu une croissance supérieure à 20% de leur chiffre d'affaires, de leur EBITDA, pardon. En ce qui concerne l'évolution des multiples, aussi bien multiples de valorisation de valeur d'entreprise que les multiples de dette, vous voyez que ça se tasse, c'est-à-dire que le multiple de valorisation est légèrement en léger retrait à 14 fois versus 14,35, mais sur un échantillon élargi qui est 88% contre 77% au 31 décembre 2022. Et le multiple de dette continue à progresser légèrement, mais à nouveau avec un échantillon beaucoup plus large qui est de 94% contre 85% au 31 décembre 2022. On reste dans les épures de marché, il n'y a pas d'alerte particulière. Une autre façon de regarder notre portefeuille, c'est de regarder les 20 investissements les plus importants et qui représentent 73,6% de l'actif net réévalué, enfin pas de l'actif net réévalué, du portefeuille en fair market value, pardon. Donc j'attire votre attention sur 2 choses. D'une part, sur le fait que Tom pèse aujourd'hui un poids très significatif, à 15,7% du fait de sa performance, et malgré que nous avons récupéré 40% de notre cost déjà. Et après, on revient à des niveaux relativement équilibrés. Et j'attire également votre attention que sur les 20 sociétés, seules 2 d'entre elles, à savoir Infovista, qui est valorisé à 45 millions contre 50 millions de prix de revient, et Antoria, qui est valorisé à 34 millions contre 54 millions de prix de revient. Ce sont les 2 sociétés qui sont valorisées en dessous de leur prix de revient. Toutes les autres sociétés sont valorisées au-dessus de leur cost et souvent de façon très significative. De même, au-delà des 20, lorsqu'on les regroupe par secteur, on est en progression, tous les secteurs sont en positif. Voilà. Alors,
Comme à l'accoutumée, je vais vous commenter brièvement la performance des 20 plus grandes sociétés de notre portefeuille organisées par secteur. Donc, si je commence par le secteur des tech et telco, je vous rappelle que Destiny est un fournisseur de solutions de communication sécurisées dans le cloud à l'attention des sociétés innovantes, c'est la voix sur IP, etc. principalement. Comme vous le voyez, les chiffres sont très sympathiques, avec une croissance de 26% du chiffre d'affaires et de 24% de l'EBITDA. Mais ce qui est intéressant à souligner, c'est que Destiny, qui a démarré en Belgique, est aujourd'hui le leader aussi bien dans le Benelux, leader en France, le leader en Suède et au Danemark, et vient de pénétrer l'Allemagne. Donc la société se développe de façon extrêmement positive, tant du point de vue organique que du point de vue par croissance externe. Marlink, je vous rappelle que Marlink, nous en sommes sortis et c'est un réinvestissement de Marlink aux côtés de Providence. La société continue à performer également extrêmement bien avec 20% de croissance du chiffre d'affaires et 30% de croissance de son EBITDA. Tous les segments de marché sont en progression et surtout ce qui est très important à souligner, c'est que, comme vous le savez, Marlink achète de la capacité satellitaire et puis la revend, l'achète en gros et la revend au détail, principalement aux navires. Et il y a un phénomène disruptif dans les satellites, c'est ce qu'on appelle les low orbit. Et donc Marlink a introduit Starlink dans son offre de façon à se protéger contre cette évolution technologique. Gretec, qui distribue des softwares pour l'industrie du bâtiment et de l'architecture et qui a deux activités. C'est d'abord le premier distributeur mondial de Autodesk, qui est le leader mondial des softwares dans ce domaine et qui a ses propres activités, ses propres softwares complémentaires, continue à progresser de manière très encourageante et significative avec une croissance de 19% de son chiffre d'affaires et de 69% de son EBITDA. Odin, qui intervient sur une géographie extrêmement réduite, puisqu'ils n'interviennent que dans une région de la Hollande, a une croissance beaucoup moins marquée. Néanmoins, des actions sont en cours pour développer la société tant du point de vue géographique que dans son offre produit, et la société travaille sur des acquisitions. Infovista, qui est une situation, qui est l'une des situations les plus négatives de notre portefeuille, après avoir connu un exercice très performant qui s'est terminé en juin 22, a connu un exercice qui s'est terminé en juin 23 très décevant, avec une baisse de 23% de son chiffre d'affaires. Je rappelle que Infovista vend du software, mais sous forme de licence aux opérateurs téléphoniques. Ceux-ci ont arrêté d'investir et donc ça se traduit immédiatement par une baisse très forte du chiffre d'affaires. Donc des mesures très strictes ont été prises, d'une part pour renforcer l'équipe de direction avec un nouveau dirigeant et de nouveaux dirigeants à la tête de ces entreprises, et d'autre part un travail de fond pour revoir le go-to-market et toute la structure de coût. Odigo, très bonne nouvelle. Vous savez que la thèse d'investissement d'Odigo, qui est un leader des solutions pour les centres d'appel, les contact centers des grandes entreprises, la thèse d'investissement d'Odigo était de transformer cette société qui vendait des équivalents de licences, si on peut dire, en une société en SaaS. Donc là, la migration est aujourd'hui complètement effectuée, puisque 95% de la base éligible a été transformée en SaaS, ce qui a pour conséquence des fortes réductions de coûts, bien évidemment, une meilleure satisfaction client. La contrepartie de ça, c'est que l'équipe dirigeante a été très absorbée par cette migration et n'a pas pu développer autant le chiffre d'affaires qu'on le souhaiterait. Mais maintenant que cette migration est faite, l'action va être portée à la fois sur la réduction des coûts que sur l'accroissement du chiffre d'affaires.
Vitaprotech est un nouvel investissement du fonds 72. Voilà, 10. La société se performe according to plan, avec une croissance du chiffre d'affaires et du revenu à 8%. Et la société travaille à la fois sur sa croissance organique et sur des acquisitions. Elle en a réalisé une petite dans le semestre. Experiao, je rappelle également que c'est un réinvestissement puisque nous avons cédé notre société à Vitruvian et que nous avons réinvesti. Je rappelle que la thèse d'investissement d'Experio, c'était qui est un fournisseur global d'accès managé Internet au cloud et qu'il vendait au moment où nous avons investi principalement au travers des opérateurs téléphoniques. La thèse d'investissement et de création de valeur reposait sur le fait d'aller en direct sur les entreprises finales sans se mettre à dos les opérateurs téléphoniques. Et cette thèse a parfaitement réussi puisque vous voyez qu'à fin juin 2023, 75% du carnet de commandes est en direct avec les sociétés. De plus, il y a une évolution avec des produits à forte valeur ajoutée qui également croissent plus vite que les produits simples. L'EBITDA ne progresse pas autant que le chiffre d'affaires du fait qu'on continue à investir dans la force de vente pour aller traiter les clients en direct. Infovis. Pardon, je me suis tourné dans le mauvais sens. Non, c'est bon, c'est bon. C'est difficile. Pardon. Voilà. FICI. Donc, la société est un leader européen dans le secteur des logiciels de CRM. Un démarrage un peu poussif, on peut dire, et c'est la raison pour laquelle l'arrivée d'un nouveau management, d'un nouveau dirigeant devrait permettre de booster, mais la société n'a pas de dette, la société est sur un marché en très forte croissance, donc on n'a que des espoirs positifs sur cette société. Dans les services, AEB, je vous rappelle que AEB est un leader mondial dans le domaine des ingrédients et services pour les boissons et les produits alimentaires, principalement le vin. La société a fait malgré un chiffre d'affaires en baisse de 2% et un EBITDA stable, la société fait une bonne performance car la production de vin sur l'exercice est en chute dans l'hémisphère sud de 15 à 30% par rapport aux années antérieures. Donc, dans un marché déclinant, une performance très remarquable. Opteven est également un investissement récent de 7210 dans le domaine de la gestion des pannes mécaniques. Et là encore, la société est en ligne avec sa thèse d'investissement, malgré un marché marché de l'automobile de l'occasion en très forte, disons, challenging, pour prendre une terminologie mitigée. Dans les services, Cristal est un des leaders français dans le conseil en gestion de patrimoine. Je vous rappelle que les conseillers en gestion de patrimoine aujourd'hui ne pèsent qu'à peu près 10% de la gestion des patrimoines français, qu'ils sont en train de prendre des parts de marché aux banques, mais que c'est un marché extrêmement fragmenté et que la thèse d'investissement de Cristal était de consolider cette industrie. Et depuis l'intervention de 72 au capital en 2021, 23 acquisitions ont été faites, ce qui se traduit par une croissance significative du chiffre d'affaires. Mais à contrario, l'EBITDA reste stable car on investit énormément à la fois pour intégrer ces acquisitions et puis pour mettre en place l'organisation nécessaire à gérer un groupe qui a triplé de taille en l'espace de 2 ans. Antoria est un autre sujet de préoccupation pour nous. C'est, comme vous le savez, le deuxième courtier grossiste français spécialisé dans l'assurance santé et prévoyance des travailleurs indépendants, dirigeants et salariés de TPME. La société a fait une mauvaise acquisition il y a 2 ou 3 ans, financée principalement en dette, ce qui a entraîné une baisse significative de l'EBITDA. Donc, un plan drastique de redressement de cette société a été mis en place et qui donne ses résultats, puisque vous voyez que
après 2022 qui est en progression, le premier semestre 2023 est en progression aussi bien en chiffre d'affaires qu'en EBITDA. Mais aujourd'hui, la société a un endettement qui est trop élevé par rapport à son niveau d'EBITDA. Et donc, il y a des discussions en cours avec les prêteurs, ce qui nous a conduit à revoir à la baisse la valorisation d'Antoria et même en dessous de son prix de revient. AssuredPartners est un courtier d'assurance aux États-Unis qui croit à la fois par croissance organique, mais surtout une machine à faire des acquisitions. Et vous voyez que la machine continue à tourner à plein régime avec une croissance du chiffre d'affaires et de l'EBITDA de 14% respectivement. Toi, Dixie, est donc le leader, si je puis dire, européen dans la location et l'installation des entretiens de sanitaires mobiles. La société continue à progresser de façon très significative, aussi bien en chiffre d'affaires qu'en EBITDA. Grand sujet de satisfaction. PIB Group est un groupe anglais dans le domaine de l'assurance spécialisée, là au cœur, qui fonctionne à la fois par croissance interne, mais surtout par acquisition. 67 acquisitions depuis l'investissement fait par Apax LLP, donc qui se traduit par une croissance de 30% et 15% respectivement du chiffre d'affaires et de l'EBITDA. Tom est donc Tom Histoire d'Or, Marc Orion, Strolli en Italie et Orovivo en Allemagne, est le leader européen de la bijouterie accessible. La société, après une croissance de 30% l'année dernière, continue à croître à 10% de son chiffre d'affaires quand le marché est flat et croît son EBITDA à 2% parce que les facteurs inflationnistes n'ont pas été répercutés dans les prix. La décision qui a été prise, c'est de garder les prix constants pour prendre de la part de marché, ce que vous voyez par la croissance de 10% du chiffre d'affaires. L'autre bonne nouvelle concernant Tom, c'est, vous vous souvenez que nous avions racheté en même moment où nous réinvestissions dans Tom, nous achetions à la barre du tribunal Agatha, que nous achetions en partenariat avec un autre partenaire à 50-50. Nous avons racheté ce partenaire et maintenant Agatha est une filiale à 100% de Tom. Et surtout, la raison principale pour laquelle nous avions fait l'acquisition d'Agatha, c'était pour ses activités. C'est une marque très connue en Asie et notamment en Chine, au Japon et en Corée. Et donc, nous avons redémarré les activités en Chine de façon très significative. Je vous y en dirai plus au prochain reporting. Europe Snacks, on a redonné le vrai nom, qu'on appelait Snacks Développement, on lui a redonné son vrai nom. Voilà, elle a retrouvé sa véritable identité. Comme vous le savez, Europe Snacks, c'est un leader européen des produits salés apéritifs à marque de distributeurs. Les marques de distributeurs, compte tenu de l'inflation, on le vend en poupe, et donc Europe Snacks est bien au rendez-vous. Et de plus, vient de se rajouter une acquisition au UK. Bird Snacks vient renforcer déjà notre position au UK, dans laquelle on attend de grandes synergies. Et donc Europe Snacks est réellement aujourd'hui le leader incontesté en France, en Espagne et au UK dans les marques distributeurs de snacks. Si on passe au secteur de la santé, Mental Better, qui est donc un fournisseur de soins ambulatoires pour les troubles de santé mentale de gravité légère ou moyenne, en Hollande, pardon. La société qui avait souffert précédemment l'année dernière de l'absentéisme à la fois si je puis dire, des thérapeutes et l'absentéisme aussi des clients, a retrouvé un niveau d'activité normal. Et de plus, vient de se rajouter à ça que Mental Better a fait l'acquisition de son numéro 2 du principal concurrent. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez une croissance de 23% et 36% respectivement du chiffre d'affaires et de l'EBITDA, dont 10 et 20% en organique. Voilà. Enfin, Candela est une société d'origine israélienne, mais qui travaille essentiellement sur le marché américain, qui vend des appareils pour les esthéticiens, et la société continue à très bien performer. Néanmoins, elle souffre au premier semestre de sa sortie. C'est une des rares sociétés qui avait une exposition sur la Russie, de sa sortie du marché russe.
Voilà, j'ai couvert les 20 sociétés du portefeuille. Comme vous le voyez, mis à part Antoria et Infovista, je dirais dans l'ensemble, le portefeuille des 20 sociétés se porte très bien. Et si je globalise sur les 68 sociétés, il n'y a encore qu'une ou deux sociétés, Matches Fashion et Vocalcom, qui sont des sources d'attention profonde de nos équipes de direction, des fonds. Si on passe maintenant à la performance d'Altamir comparée à son benchmark, tout d'abord en termes de l'évolution de son actif net évalué, eh bien vous voyez à la page 49 que sur 10 ans, 5 ans et 1 an, Altamir surperforme le LPX Europe. Il n'y a que sur 3 ans où on accuse un petit retard les 3 dernières années, mais j'espère bien que nous allons rapidement combler ce gap. La politique de dividende est inchangée, où nous payons en général 3% de l'actif net réévalué depuis 2014, et compte tenu de la décote qui est autour de 20%, ça donne un rendement de l'ordre de 4 à 4,5%. En ce qui concerne la performance d'Altamir en termes de total shareholder return, c'est-à-dire aussi bien l'évolution du cours de bourse en intégrant le dividende, et bien vous voyez que là, sans exception, Altamir surperforme aussi bien le LPX Europe que le CAC Mid and Small et de manière assez significative, aussi bien sur 1, 3, 5 et 10 ans. Voilà. En termes d'objectifs, vous vous souviendrez que j'avais pris la décision en fin 2020 de présenter non plus des objectifs pour l'année à venir, mais en tenant compte de la cyclicité de notre activité, plutôt de raisonner sur une moyenne sur les 5 ans à venir. Et donc, on est à mi-chemin, puisqu'on est à 2 ans et demi. On a fait l'exercice 21, l'exercice 22 et 6 mois de l'exercice 23. Donc, on est à mi-chemin. J'avais tablé sur 170 millions d'investissements par an. On est à 189 millions, malgré qu'on n'a fait que 38 millions au premier semestre 2023. En termes de désinvestissement, j'avais tablé sur 230 millions en moyenne. Malgré qu'on n'ait fait que 12 millions au premier semestre, on est à 282 sur les 2 années et demie. Et en termes de création de valeur, j'avais dit que nous visions 7% de croissance organique de l'EBITDA, malgré qu'on n'ait fait que 1,4% en organique et et par croissance externe. Sur la période de 2 ans et demi, on est à 12,9%. Donc, on est bien en ligne avec les moyennes que j'anticipais. En conclusion, vous devez toujours adorer Altamir parce qu'on a une offre unique qui est d'investir aux côtés des fonds Apax, même si Apax France s'est rebaptisé 7-2, ça reste dans mon cœur des fonds Apax. On a une stratégie d'accompagner des entreprises en croissance, de se préoccuper, de donner un shareholder return avec un rendement de 4 à 5% par an et une croissance de l'action à 2 chiffres, avec un risque relativement faible, dans la mesure où on a un portefeuille très diversifié, comme vous l'avez vu, 1,541 milliard, 68 sociétés, sans compter les sociétés qui sont dans les fonds. Il n'y a pas de levier, il n'y a pas de dette au niveau de la structure centrale, même s'il y a de la dette. Et nous avons une politique de valorisation du portefeuille qui est conservatrice, puisque vous voyez que les uplifts sont toujours positifs. On a une gestion du cash qui est rigoureuse. Et voilà. Et d'autre part, vous avez une équipe dirigeante qui est expérimentée et une situation fiscale qui est très attractive puisqu'on ne paye pas d'impôts au niveau de la société et que les actionnaires, s'ils remplissent certaines conditions, ont également une fiscalité très favorable. Donc, Eric, Claire et moi vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous à notre prochaine réunion notre prochain webinaire, on va l'appeler, webinaire qui aura lieu, qui commentera les comptes du 30 septembre, c'est ça? On fera pour les annuels. Les annuels, voilà. L'année prochaine, au mois de mars. Au mois de mars. Merci de votre attention, merci de votre écoute et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos remarques, vos suggestions. Bonne soirée. Merci.